Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, le rendez-vous que la rédaction de BX1 vous donne tous les soirs pour décoder l'actualité. Le vendredi, c'est notre formule avec un grand témoin, 25 minutes pour interroger cet invité, les questions que vous nous avez envoyées ces derniers jours et bien sûr un coup d'œil à l'actualité de la semaine. Cette semaine, nous n'avons toujours pas de gouvernement en région bruxelloise et il y a une tension qui commence doucement à monter sur la question du budget. Est-ce qu'on sera en mesure de voter autre chose que les 12e provisoires? Notre invité, il est directement concerné par ces questions et par le maintien en activité d'un gouvernement en affaires courantes, puisqu'il est à la tête de ce gouvernement. Il avait prévu de redevenir simple député, mais il vient de passer 10 mois de plus au poste de ministre-président. C'est Rudy Vervoort que nous accueillons. Bonsoir Rudy Vervoort. Bonsoir. Ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas donné d'interview. Pourquoi? C'était un devoir de réserve que vous vous imposiez tant qu'on était en négociation? Oui, c'est un choix délibéré. Je pense d'ailleurs que c'était à votre antenne que je m'étais exprimé à ce sujet en disant qu'en temps en affaires courantes et dans un contexte, je dirais, complexe, il ne fallait pas, je dirais, amener des voix supplémentaires. Notre rôle, mon rôle, c'est de continuer à gérer les affaires courantes, de faire en sorte que ce gouvernement fonctionne, que dans le cas des 12e provisoires, on puisse aussi assurer le bon fonctionnement, la continuité du fonctionnement de la région bruxelloise. Alors, est-ce que ce gouvernement fonctionne et qu'est-ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans ce contexte? On va prendre quelques minutes pour essayer d'expliquer tout ça parce que ça intéresse pas mal de nos téléspectateurs. Premier message, Serge Amburski, le blocage volontaire de la formation d'un nouvel exécutif bruxellois pour maintenir l'ancien gouvernement en place constitue, dit-il, une dérive démocratique préoccupante. Et en affaires courantes, il serait logique que les rémunérations soient ajustées à 50%. Alors, on va répondre à Serge. D'abord, dérive démocratique, proposition de baisser les salaires. Ça veut dire que ce n'est pas très bien compris du grand public, quand même, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein? Oui, sauf que je dirais que ce n'est pas une première dans, je dirais, l'échiquier belge, puisque au niveau du gouvernement fédéral, les affaires courantes sont, je dirais, monnaie courante. Ouais. Et donc, ce qui n'était pas le cas au niveau des entités fédérées, et certainement la région bruxelloise, puisque c'est vrai, depuis sa création, on arrivait à boucler un accord de majorité pour la fête nationale, à savoir le 21 juillet. Ouais. Ici, on s'est retrouvé dans une configuration plus complexe. Et donc, aujourd'hui, on est effectivement toujours en affaires courantes, mais ça n'est pas contraire à la démocratie, puisque nos règles prévoient en réalité les affaires courantes. Et au niveau bruxellois, il y a une petite différence avec le niveau fédéral, c'est qu'on ne peut pas imaginer d'élections anticipées, on ne peut pas retourner voter. On est dans un gouvernement peut pas sortir du blocage, majorité de législature. Voilà. Pour que le grand public comprenne bien affaires courantes, ça ne veut pas dire que les ministres ne font rien. Le gouvernement se réunit, vous continuez à suivre des dossiers? Bien sûr, on suit les dossiers. Je donne un exemple, c'est l'exemple d'Audi Bruxelles, où on est en contact, j'ai rencontré le Premier ministre, enfin voilà, je veux dire, on travaille de concert et on assure évidemment, puisque la région bruxelloise est un acteur important dans ce dossier-là, on assure la continuité du service. Ouais, mais prenons d'autres tâches courantes d'un gouvernement, la nomination de fonctionnaires dirigeants dans l'administration, l'attribution d'un subside à un nouveau projet, c'est des choses que vous pourriez faire ou que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui? Alors, ce sont les nouvelles initiatives qui nous sont interdites. Et donc, effectivement, on ne peut pas lancer de nouvelles politiques. On est contraint, je dirais, à assurer le fonctionnement naturel. Et donc, c'est vrai que par rapport aux subsides, ça nous a amené à prendre une série de mesures. Du fait que, tout simplement, on a beaucoup de subsides dits facultatifs, mais qui sont venus des subsides quasiment réglementaires, dans la mesure où, pour certains d'entre eux, ils sont versés depuis des décennies, enfin, depuis plus ou moins la création de la région. Certains acteurs sociaux, certaines ASBL les attendent, et là, ils ne peuvent pas les avoir. Si, on a prévu simplement le maintien des subsides facultatifs avec par enveloppe une diminution de 15% des dépenses, mais donc ça n'empêche absolument pas le versement des subsides. S'il y avait Ceci dit, c'est vrai que le fait de le faire par 3/12e peut poser des problèmes de calendrier, je dirais, de versement effectif. Mais sur le principe même, il n'y a pas de souci. S'il y avait un tunnel qui s'effondrait demain, vous auriez les moyens de lancer des travaux? Mais bien, ça, c'est une obligation. Ça, ce serait une urgence qu'on pourrait considérer comme évidemment acceptable pendant les affaires courantes. Deuxième question. Dans notre pays, on a déclaré la guerre en affaires courantes. Question de Nassim. Comment se fait-il que des projets de mobilité comme celui du boulevard du Lambermont soient exécutés ou que des projets soient mis à l'étude alors que le gouvernement est censé être en affaires courantes? On peut continuer des projets qui ont déjà été imaginés, lancés? Plus que probablement, les marchés publics ont été lancés en dehors des affaires courantes. Donc ils ont été lancés
pendant le gouvernement précédent, oui, parce que sur pendant la législature précédente. Bien sûr, parce que sur des travaux de cette ampleur-là, on est sur des marchés qui se déroulent sur plusieurs années. Donc là, il n'y a pas de problème. Alors, que peut-on faire ou pas en affaires courantes? C'est aussi une question que vous posent les autres niveaux de pouvoir. On va écouter Valérie Glatini. Elle est ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on l'interrogeait cette semaine sur des chiffres publiés par l'IPSA, l'Institut bruxellois statistique et d'analyse, sur les longs parcours que devaient faire parfois les élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé. On a parfois trop de distance entre l'école et le domicile. Et donc, il y a un plan que nous sommes en train de travailler avec le ministre Dequesne en région wallonne. Et donc, moi, j'espère qu'il y aura rapidement un gouvernement bruxellois pour pouvoir articuler ce plan aussi avec les Bruxellois. Mais vous ne pouvez pas le faire avec le gouvernement en affaires courantes actuel? La difficulté, c'est évidemment de pouvoir mettre de l'argent sur la table, avoir une planification, par exemple, pour avoir davantage d'écoles spécialisées sur le territoire, mais aussi une offre de transport en commun plus importante. Et donc, il faut que les deux parties se fassent un pas en avant. Et donc ça suppose qu'il y a un gouvernement qui fonctionne. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'il y a des choses dans ce domaine-là que vous ne pouvez pas améliorer aujourd'hui? Je dirais que c'est une interprétation un peu stricte de ce que sont les affaires courantes. Au niveau de l'enseignement spécialisé, c'est un secteur que je connais particulièrement bien, je constate effectivement il y a une difficulté dans l'offre, parce que chaque établissement répond à un besoin en termes de typologie de handicap. Et donc, en fonction de cela, oui, on est plus ou moins éloigné, et souvent on est plus éloigné que dans le système scolaire normal, puisque là, l'offre, elle est pleine et entière. Ici, ce n'est pas le cas. Si vous avez un enfant autiste, vous n'allez pas aller l'inscrire dans un enseignement type handicap, double diagnostic ou autre. Donc, on a vraiment une spécialisation de l'offre, et elle est géographiquement figée. Alors, après, il appartient peut-être à la Fédération Wallonie-Bruxelles de développer de nouveaux projets scolaires avec des pouvoirs organisateurs pour faire en sorte qu'il y ait un plan, qu'on augmente l'offre, mais ça ne réglera pas tout le problème. Et de fait, par rapport au transport scolaire, on a pris durant la dernière législature un certain nombre de mesures pour améliorer. C'était à peu près il y a 2 ans. Oui, c'était un gros dossier. Un gros dossier. On a revu le système. Oui, il y a eu un avant et un après Covid. On a vraiment constaté un grand changement par rapport à cela au niveau de l'offre de transport, puisque ce sont des firmes privées qui transportent les enfants dans des minibus. Et donc, on a dû diversifier l'offre, faire en sorte qu'effectivement, on soit plus souple, qu'on développe aussi le transport en commun, enfin, faire en sorte que ce soit plus fluide, mais ça n'empêche pas, effectivement, qu'il y ait de temps en temps des difficultés. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut régler en affaires courantes, évidemment. Alors, autre témoignage que je vous propose d'écouter, c'est celui de Christophe de Beukelaar, président de la Fédération bruxelloise des engagés, sur ce qu'on peut faire ou pas en affaires courantes. Et là, on va parler de l'extension du métro vers Schaerbeek et vers Evere. Et c'était ce matin dans notre matinale. Bonjour Bruxelles. Il y a 3 grandes dimensions. Il y a la dimension technique, le tracé, les stations, etc. Il y a la dimension du temps, dans quel timing on le fait. Et il y a la dimension de la finançabilité. Comment est-ce qu'on le finance avec des fonds à moitié privés, publics, etc. Et donc je pense que le projet du métro, en tous les cas, dans cet état comme il est là, il ne peut plus continuer. On doit le revoir dans 1 ou 2 ou 3 de ces dimensions que je viens de nommer. Et donc, y compris reporter, y compris trouver des alternatives de financement, y compris revoir le projet dans ses aspects techniques peut-être, et c'est ça qui doit se passer. Ça veut dire peut-être moins de stations ou pas tout à fait la même ligne. Voilà, tout à fait, voir si le tracé est exactement le bon. Je pense que tout ça doit être réfléchi, mais doit être réfléchi autour d'une table de formation de gouvernement. Alors, autour d'une table de formation de gouvernement, est-ce que ça, vous êtes d'accord? Décider si on fera ou pas l'extension nord du métro 3, donc c'est l'extension nord Bordet. S'agissant de l'extension nord Albert, ça, le chantier est en cours avec les questions liées au Palais du Midi, etc. etc. On va y revenir. Oui, mais donc le chantier est en cours. Là, on peut décider. Vers Schaerbeek et Evere, c'est pas pour vous, ce sera pour le prochain ministre-président. Mais parce que de toute façon, le permis n'est pas délivré, donc ça ne nous appartient plus aujourd'hui. Ce gouvernement-ci ne prendra pas de décision irréversible par rapport à ce dossier-là. Qu'il y ait une réflexion dans le cadre de la formation d'un nouveau gouvernement, ça me semble tout à fait légitime. Ouais. Et si vous deviez donner un conseil, on continue ou on ne continue pas ce métro 3? Moi, je pense qu'il faut le continuer, oui. Vous avez fait allusion au Palais du Midi. Ça vaut le coup de démonter le Palais du Midi? Le permis d'environnement vient d'être délivré, alors qu'on ne sait pas si on prolonge la ligne vers le nord. Non, mais là, on va la prolonger vers Albert. Le premier tronçon, il est décidé. Il est non seulement décidé, mais il est mis en œuvre.
Ouais, donc on doit bien démonter le palais du Midi. Alors, on va aborder le gros dossier du moment, Rudy Verwoerd. C'est la question du budget et de l'endettement de la région bruxelloise, avec 2 questions du public. Premier message, depuis les élections, le gouvernement, enfin votre gouvernement en affaires courantes est en mort clinique et il y a eu 160 000 € de dépassement en affaires courantes, dit-il. C'est inadmissible et injustifiable. Et puis second message, celui de Kadri, peut-on sérieusement envisager un redressement budgétaire sans toucher aux politiques sociales ou aux services publics essentiels? Donc, ils ne sont peut-être pas tout à fait d'avis, nos 2 téléspectateurs ou auditeurs. Première question, est-ce que c'est normal qu'il y ait eu des dépassements alors qu'on était censé être en deuxième provisoire? Mais mécaniquement, si vous regardez par exemple les salaires, vous avez des indexations qui se sont produites et donc on applique mécaniquement l'indexation des salaires. Donc ça a une augmentation de l'enveloppe budgétaire. Vous pouvez avoir dans un certain nombre de cas, dans le cadre de chantier, des dépassements liés à l'exécution d'un chantier qu'il faut couvrir ou pas. Donc, je veux dire, qu'il y ait des dépassements, c'est assez mécaniquement certain. Et en revanche, il y a aussi des dépenses qui ne se font pas. Donc les 2 existent et donc c'est en cela qu'il faut évidemment un monitoring serré de l'exécution du budget pour voir effectivement où se situent les dépassements éventuels et si on maintient le cap de la trajectoire budgétaire. Ouais, la deuxième question, est-ce qu'on peut revenir vers une forme d'équilibre sans que ça ait un impact social sur l'emploi, sur l'aide à un certain nombre de secteurs sociaux par exemple, ou de la santé ? Mais je pense que c'est même indispensable. Je veux dire, Bruxelles connaît une situation... C'est indispensable, quoi, de les préserver. De les préserver, oui. Ouais. Alors, on est théoriquement dans un moment où on essaye de préparer la suite du budget. Il y a eu 2 salves de deuxième provisoire. Théoriquement, Sven Gatz devait travailler sur un projet de demi-budget pour 2025 et peut-être pour 2026. On apprend qu'il a demandé aux différents membres de votre gouvernement de rentrer des propositions. C'est la bonne méthode, ça? Chaque ministre doit dire ce qu'il est capable de faire comme effort dans son département. C'est pas au ministre du budget de dire toi tu dois faire ça. C'est un peu des 2. Parce que de toute façon, il faut arriver à un consensus. Donc, je rappelle toujours qu'un gouvernement, ça fonctionne par consensus. Il y en a un membre qui dit c'est non, c'est non. Je veux dire. Donc, il faut pour ça préserver les équilibres, faire en sorte que, je dirais, il y ait une certaine transparence par rapport à l'exécution budgétaire des uns et des autres, de voir ce qu'il y a moyen de faire dans le cadre des affaires courantes, parce qu'à partir du moment où on considère qu'on n'est pas en capacité de voter un budget... Il n'y a pas de majorité au Parlement. Hein. Alors ça, je pense que certains ont exprimé en tout cas leur volonté, en tout cas de tenter le coup. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les 2 plans. Il faut à la fois, dans le cadre des 12e provisoires, on ne peut pas non plus passer au travers, dans le cadre des 12e, voir ce qu'on peut faire comme économie pour pouvoir rencontrer l'objectif de la trajectoire de budgétaire, la trajectoire d'endettement. Mais d'un autre côté, on ne doit pas s'empêcher non plus par avance de se dire, essayons de voir ce qu'on peut faire, pas dans le détail, mais dans les grandes masses, ce qu'on peut faire, et s'il est possible ou pas, de trouver une majorité. Ça veut dire qu'il serait possible de décider de certaines économies dans les prochains jours ou prochaines semaines? Non, mais je veux dire par là que si ça nécessite le passage au Parlement, il faut qu'il y ait une majorité pour le voter. Je rappelle que la situation dans laquelle on est, c'est un gouvernement qui n'est pas, dont la répartition politique ne correspond pas à une majorité parlementaire. Ce gouvernement, celui que je dirige, n'a plus de majorité parlementaire, mathématique. Donc, on est bien obligé de travailler avec d'autres formations politiques pour y arriver. Alors, soit il y a une volonté d'y arriver et on peut y aller, soit il n'y a pas une volonté d'y arriver. Et là, on rentre dans d'autres jeux politiques, puisqu'on le sait bien, on a en ligne de mire maintenant le mois de juin avec la note. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'ici au mois de juin, Rudy Verwoerd, pour éviter une dégradation de la note de la région bruxelloise par l'agence Standard & Poor's? Est-ce qu'on va l'éviter, cette dégradation, ou est-ce qu'elle est inévitable? Je veux dire 2 choses. On va sans doute revivre la séquence de la facilité de caisse Belfius-ING qu'on a connue il y a quelques semaines. Ouais, on vous avait annoncé qu'on suspendait les facilités de trésorerie, finalement on les a rétablies. Et en fait, ne fût-ce qu'on sait qu'on n'en aura pas besoin, on ne devra pas faire appel à cette facilité. Mais en termes d'image que ça renvoyait de la situation budgétaire de la région, c'était un très mauvais signal qui était donné par rapport au marché. On a constaté qu'au niveau des marchés financiers, la dette bruxelloise est plutôt vue comme une dette stable. Donc, je dirais, sur certaines... Donc, il y a une attractivité. Il n'y aura pas de défaut de paiement, ce n'est pas la Grèce. Non, cette année-ci, c'est clair. Il y a pas, non, on est très loin de cette situation-là. Donc, il faut éviter, je dirais, précisément de créer une situation où, avec toutes les déclarations qui pourraient être faites, finalement, on se dit, ouais, c'est peut-être pas... Vous êtes en train de dire qu'il y en a qui jouent avec le feu?
faut faire attention dans les expressions, en disant... Mais est-ce que vous pouvez nous assurer qu'on va rester dans la trajectoire demandée par Standard & Poor's? Il faut trouver combien de millions pour rester dans cette trajectoire? Alors ça, je dirais que si on regarde à l'initial 24, initial 25, il y a 200 millions supplémentaires par rapport à 24. Donc il faut trouver 200 millions économisés. Oui, mais sans doute plus, puisqu'en réalité, il y a des dépassements qui sont faits au niveau des frais de personnel. En même temps, il y a des économies qui sont faites mécaniquement aussi. Donc ça, quand je parle de monitoring, c'est évidemment d'avoir une vision claire de ce qu'il faut pouvoir trouver et d'envoyer un signal, je dirais, au monde financier en disant, voilà, on est capable, effectivement, de maintenir, en tout cas, une trajectoire soutenable pour la région bruxelloise. Et vous êtes confiant, on va réussir à le faire? Écoutez, moi... je vais en tout cas faire ce qui est en mon pouvoir pour y arriver. Après, vous savez, on verra. Mais on devrait pouvoir éviter une dégradation de la note de Standard & Poor's ou pas? Je pense que oui, effectivement, c'est tout à fait faisable. Oui, alors je vous propose d'écouter Christophe de Beukelard sur cette question du budget. Qu'il n'y a plus de cohérence dans le gouvernement en affaires courantes, donc ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux pour essayer de faire un minimum d'économies dans le budget. C'est clair que l'exercice qui est demandé par Sven Gatz est intéressant. Bon, déjà, il arrive très tard, hein, ça fait des mois que ça aurait dû être fait, et je ne vois pas très bien comment ça va pouvoir arriver à un résultat, tant je vois les tensions entre les ministres en place. Donc on n'échappera pas à la mise en place d'un gouvernement démocratique de plein exercice. Ouais, il a raison là-dessus, Christophe de Beukelard, ou pas? L'idéal, c'est évidemment d'avoir un gouvernement en plein exercice. Je l'appelle de tous mes voeux. Non, la question n'est pas là. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Je pense que oui. Je pense que là, par rapport à l'ambiance générale au sein du gouvernement, je suis très distrait, mais je ne ressens pas en tout cas cette tension-là entre les ministres. Quand Sven Gatz publie un éditorial dans Le Morgen où il attaque Ahmed Laouej et le Parti Socialiste, vous ne vous dites pas qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz quand même? C'est une expression, voilà. Ce que j'en retiens à moi, c'est que... Quand il dit qu'il y a ce que j'en retiens à moi, c'est que pour une ville libérale, je trouve qu'avoir les partis de gauche qui recueillent près de 55% des voix, c'est pas mal. Ouais. Alors, on va s'intéresser justement quand même au cœur de ces négociations avec des déclarations hier soir, tant de Georges-Louis Boucher que de Ahmed Laouej, qui semble désormais exclure l'un et l'autre l'idée que PS et MR puissent être ensemble. C'est une clarification qui va permettre d'avancer et de passer à l'étape suivante ou pas? Alors là, je ne vais pas sortir du rôle que je me suis astreint, à savoir de ne pas rajouter dans les déclarations des uns et des autres. Je dirais simplement que ça a le mérite d'une clarification, oui. Ouais, on vous a connu très proche de Guy Van Engel autrefois. Rudy Verwoerd PS et Open VLD arrivaient quand même à très bien se parler. Vous avez même monté des listes communes, au communal. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit si loin? Alors, moi, ce que je retiens de cette séquence-ci, je pense que on a toujours, au niveau bruxellois, pu construire entre Bruxellois des accords politiques, je dirais, qui alliaient, parfois pas les contraires, mais en tout cas les formations politiques diverses, parce que c'est le système qui veut ça. On sait qu'à Bruxelles, il faut le double de partis, puisqu'il y a les deux collèges électoraux. Donc on sait bien qu'on est toujours dans un centre, un peu centre-gauche ou un peu centre-droit. On s'en éloigne rarement. Et donc, je pense qu'ici, le résultat des élections a créé chez certains sans doute une forme de frustration, se disant on ne pourra pas faire ce qu'on va faire ailleurs à Bruxelles. Vous faites référence à l'Arizona, par exemple. Oui, évidemment. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas réduire la région bruxelloise comme une variable d'ajustement. Je pense que c'est pas, enfin, en tout cas, ceux qui ont créé la région bruxelloise, ce n'était pas leur volonté, c'était de créer une région à part entière. Et donc on y a tous travaillé. Mais moi, je peux difficilement, alors là, par rapport aux institutions, je peux difficilement entendre qu'on me dise qu'il faut qu'il y ait le parti du Premier ministre nécessairement. Ça veut dire quoi? Que donc on doit regarder ce qui se fait ailleurs pour pouvoir déterminer ce que nous allons faire ici à Bruxelles. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, comme bruxellois, n'est pas audible politiquement. La piste d'un gouvernement qui pourrait être minoritaire dans l'un des deux collèges, et notamment dans le collège francophone, elle vous semble praticable ou elle est irréaliste? Moi, je trouve, dans la situation actuelle, il faut travailler un gouvernement de plein exercice qui dispose d'une majorité parlementaire. Oui. Parce que ça vous oblige, à chaque fois que vous avez... on va parler du budget. Il faut trouver une majorité pour voter le budget. Donc, et je pense que ça n'est pas, là aussi, ça n'est pas dans, comment dirais-je, dans notre façon de faire de la politique. C'est vrai que ça existe dans d'autres pays, mais ça nécessite des accords entre la majorité et l'opposition sur certains projets. Donc il faut quand même qu'il y ait une négociation. Mais tant qu'à faire, alors autant aller à un gouvernement de plein exercice. Je vous pose quand même la question, PS et MR ou socialistes et libéraux, ils peuvent encore travailler ensemble à Bruxelles ou il faut chercher d'autres pistes?
Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ouais. Moi, je considère qu'en politique, rien n'est jamais irréversible. Maintenant, voilà, je constate effectivement et je prends acte des déclarations. Ouais. Quand Ahmed Laoueche dit non à la NVA, est-ce que tout le Parti socialiste bruxellois francophone est aligné? Oui. Oui. Oui, et je vais vous dire pourquoi. C'est pas une question. D'abord, c'est pas une question nécessairement de gauche-droite, c'est une question de respect des institutions. La NVA ne reconnaît pas la région bruxelloise comme région à part entière. Il y a vraiment là, pour moi, un problème de principe quand j'entends le Premier ministre parler de deux grandes régions comme si Bruxelles n'existait pas. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas acceptable. Et on a connu des moments où, effectivement, le Premier ministre avait une toute autre attitude par rapport à Bruxelles. Je pense, par exemple, à Guy Verhofstadt. Et donc, à VLD. Donc, pour vous dire qu'il y a moyen de travailler, mais il faut qu'il y ait un respect des uns et des autres. Et effectivement, on a sans doute, mais ça c'est l'électeur qui l'a décidé, un paysage politique plus complexe qu'on ne l'imaginait avant le 9 juin, qui rend les choses plus difficiles. Mais pour autant, ça ne doit pas nous empêcher ou rendre impossible. Mais il faut que chacun y mette du sien et qu'on le fasse dans l'intérêt des institutions bruxelloises et pas comme variable d'ajustement d'autres niveaux de pouvoir. Voilà, mais donc sans la NVA, ça vous nous le confirmez en ce qui concerne les ambitions du Parti socialiste. Oui. L'an dernier, oui. Vous aviez prononcé ce qui aurait dû être votre dernier discours de la fête de l'Iris. Effectivement. Le 8 mai, c'est dans quelques jours maintenant. J'imagine que vous êtes déjà en train de réfléchir au théoriquement dernier que vous allez devoir prononcer dans quelques jours. Vous allez dire quoi cette fois-ci? Mais je vais, ce que je viens de vous dire, c'est parler de l'institution, parler de la région bruxelloise, parler de ce qu'est, je dirais, le monde institutionnel belge, un pays fédéral et où les entités fédérées ont des droits égaux et équivalents. La mise sous tutelle de la région bruxelloise par le fédéral, c'est quelque chose qui peut exister ou c'est un fantasme? Peut-être dans le fantasme de certains, mais légalement non. Et d'ailleurs, je pense là-dessus, le Premier ministre a été très clair à ce sujet-là. Il n'y a pas d'instrument de mise sous tutelle. Pour que la région bruxelloise fonctionne mieux, est-ce qu'il faut penser à la suppression des 2 collèges linguistiques au sein du Parlement? Écoutez, ça fait... De toute façon, ça ne dépend pas de nous. Donc, il faut bien se rendre compte que si on veut réformer... C'est une compétence fédérale. Oui, voilà. Si on veut réformer dans le cadre de nos compétences, alors allons-y, commençons à discuter pour une amélioration. Ça, on l'avait déjà fait plus ou moins sans changer les règles entre la Commission communautaire commune et la région bruxelloise, pour éviter les doubles signatures, je veux dire, cette espèce d'encombrement linguistique, mais il doit demeurer. Je veux dire, cet équilibre-là, vous ne l'aurez pas. Du côté du collège électoral néerlandophone, il y aura un besoin aussi légitime de considérer qu'ils ne doivent pas se retrouver les dindons de la farce. Donc, moi, je suis très respectueux de nos institutions, de l'équilibre entre francophones et néerlandophones, au service d'une population qui est effectivement une population, je dirais, elle, totalement bigarrée. Allez, une dernière question d'un de nos téléspectateurs, auditeurs, c'est Oyo Royo qui vous demande « De quoi êtes-vous le plus fier durant la précédente législature et de quoi avez-vous le plus honte ?» Honte? Ce qu'on ne parvient pas à réaliser, c'est toujours une frustration. Ouais. Donc, mais et puis dans un contexte... En fait, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, que la situation budgétaire, c'est un échec? En tout cas, nous l'avons mis en œuvre. Après, on peut toujours regretter l'accord de majorité. On peut toujours dire, dans le fond, est-ce qu'il était opportun d'avoir ces 500 millions d'investissements hors cadre budgétaire? Ça fait quand même 2,5 milliards qui ont été investis. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres en mobilité. Donc, c'était nécessaire, mais est-ce qu'on avait les moyens de le faire? Voilà, ça, c'est une réflexion. Mais on a appliqué... C'est pour ça qu'il faut un accord de majorité. On a appliqué l'accord de majorité, mais on a connu des crises. On a connu les attentats durant la première législature où j'étais ministre-président. Ici, on a eu le Covid et puis la guerre en Ukraine. Tout ça est venu évidemment compliquer et ralentir l'exécution d'un certain nombre de choses. Moi, j'ai découvert des choses formidables, notamment dans ma compétence de handicap à la COCOF. Donc, je ne m'attendais pas... Voilà, c'est un monde que j'ai découvert. Et on a pu réaliser pas mal de choses, notamment... Donc ça, c'est plutôt votre fierté? Oui, et après, évidemment, il y a tout... La ville, elle a profondément changé en 10 ans. En 10 ans hein. Il suffit de se promener, le plan canal, des zones qui se sont métamorphosées, avec des enjeux d'équilibre, évidemment, sociologique. Et donc, c'est toujours trouver cet équilibre-là. Mais je trouve que le travail qui a été réalisé, il faut laisser le temps au temps, et puis on dira, finalement, c'était pas si mauvais que ça. Merci, Rudy Vervoort. Merci d'avoir été notre invité, donc ministre-président, qui prononcera de nouveau un discours pour la fête de l'Iris dans quelques jours. Lundi, c'est Cyprien Houdemont que vous allez retrouver aux commandes de la matinale Bonjour Bruxelles allégé qui commencera à partir de 7h30. Moi, je marque une petite pause et je vous retrouve dans le courant du mois de mai. Bon week-end à tous.